manager d'un centre de chirurgie réfractive, je reçois aujourd'hui Philippe Burkhardt. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation des cotations ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un manager atypique puisqu'il ne gère pas de la consultation, mais de la chirurgie réfractive. Quelle différence avec son cousin, manager de centre ophtalmologique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Burkhardt. Salut Philippe. Salut Sébastien, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Alors, toi, tu as un métier un peu particulier. C'est la première fois que j'ai un invité de ce type. Alors, tu es responsable de centre, certes, mais par contre, tu gères un centre de chirurgie réfractive. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est. Et puis, évidemment, on regardera tout ton parcours. On repartira depuis le début, tes études, ton ancien métier de technicien laser, et puis maintenant ce que tu fais en chirurgie réfractive. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter toi-même. Merci beaucoup. Je m'appelle Burkhard Philippe, j'ai 34 ans, j'habite à Strasbourg. Je suis directeur d'un centre de chirurgie réfractive qui s'appelle Expert Vision Center au centre de Strasbourg. Et voilà, ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans ce centre-là. Beaucoup de choses ont été accomplies et encore beaucoup de choses sont à accomplir pour aboutir une chose qui, au final, ne termine jamais. Donc voilà. J'ai fait des études de physique, plus spécialisées dans les lasers, en fait. Moi, je viens pas du côté médical, mais je viens du côté, on va dire, un peu plus technique. On aura l'occasion d'en parler juste après. J'ai fait un petit peu mes armes. Un peu un parcours un peu atypique, on peut dire ça, et puis d'intégrer le domaine de la santé, et j'ai découvert vraiment quelque chose de formidable. Super. Eh bien, écoute, tu le disais, on va commencer par là. Tu as fait des études et tu es devenu technicien laser. Est-ce que tu peux nous expliquer ces études-là? Parce que c'était la première fois que j'en ai entendu parler. Exactement. Donc en fait, moi j'ai fait un BT, ouais, un bac technique, technologique, plus précisément dans le domaine de la physique. Suite à ça, j'ai fait un BTS et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un petit peu le monde du laser, où je me suis spécialisé dedans. J'ai intégré ensuite l'université de physique, la fac de physique, où j'ai terminé mon cursus. Et suite à ça, encore quelques petites formations diplômantes. Et j'ai eu l'occasion d'intégrer le domaine médical à travers une offre d'emploi qui consistait à être technicien laser. Donc D'accord. technicien laser dans le monde de la chirurgie réfractive. Donc c'était pour une entreprise qui louait un plateau technique à des ophtalmologues, à des centres, et qui louait non seulement le matériel, mais également l'expertise technique qui va avec. C'est-à-dire une offre un petit peu clé en main, comme ça existe toujours encore au jour d'aujourd'hui. Et j'ai pu intégrer cette structure-là il y a à peu près 13 ans maintenant. J'ai pu apprendre la rigueur du domaine médical, donc à travers des formations en interne. Et puis moi, j'ai pu apporter mon bagage un petit peu technique sur les lasers. Donc la fonction, en fait, était d'accompagner les différents sites et les différents ophtalmologues à la réalisation de la chirurgie réfractive, que ça soit du dépistage dans le préopératoire en amenant les appareils de mesure, l'accompagnement au bloc en installant et désinstallant les lasers et en faisant toutes les vérifications pour assurer une bonne chirurgie, tout simplement, et après toutes les études de cas et le suivi post-opératoire en distanciel. Et je me baladais un petit peu dans toute la France, même en Italie, en Allemagne et en Belgique, enfin bref. Ça a pu également tisser un réseau de différents médecins, de différents centres, des équipes, des orthoptistes, etc., à travers toute la France, ce qui était vraiment quelque chose de hyper intéressant à la fois, parce que je découvrais le monde médical, mais mes études n'étaient pas à la base faites pour intégrer ce domaine-là. Donc ça a été vraiment une chance pour moi, je trouve, de pouvoir faire cette passerelle-là qui n'est pas forcément le commun de la formation. Et voilà, donc j'ai pu faire ça, j'ai fait
mes petites armes, on va dire, dans la chirurgie réfractive. J'ai acquis les connaissances nécessaires. J'ai énormément appris avec tous les médecins que j'ai pu côtoyer le long tout au long de mon travail, en fait, tout simplement. Et voilà. J'ai pu également bénéficier de formations ingénieurs laser D'accord. grâce aux constructeurs laser. Donc, il existe sur le marché plein de constructeurs laser. Donc, il y a Zeiss, bien entendu. Nous avons Alcon, nous avons Schwind, Zimmer, enfin, etc. On a pu, de par notre métier, aller au sein des entreprises directement dans leur siège pour qu'on puisse être formé comme une personne qui serait ingénieur chez Zeiss dans l'entreprise, tout simplement. Donc ça a permis d'acquérir des connaissances vraiment dans le laser et à l'intérieur, comment fonctionne un laser excimer, comment fonctionne un laser femtoseconde, et puis assurer derrière une bonne connaissance du matériel qu'on utilise au quotidien. D'accord, donc un Voilà. expert du laser, très bien. Donc du coup, tu as été technicien itinérant pendant combien d'années? J'ai été technicien itinérant pendant 2 ans et demi. Pendant D'accord, deux ok. ans et demi. Alors c'est un travail super intéressant, super formateur, mais qui demande beaucoup d'énergie. Faut se J'imagine. l'avouer. C'est des déplacements toutes les semaines, du lundi au vendredi, puisque on est en fait multisite, hein. Ouais. On va pas faire aller voir un point A, un médecin et revenir sur Strasbourg. Il faut bien comprendre également qu'on emmenait tout le matériel, que ça soit les lasers, les consommables, etc. Donc ça permet d'acquérir une très grande autonomie. C'est pas j'ai oublié quelque chose dans le bloc opératoire, je vais le chercher à un instant T. Non, il faut tout prévoir. Il faut prévoir éventuellement les choses qui pourraient nous manquer, les instruments spéciaux en cas de nécessité. Il faut les avoir avec. Donc en fait, ça permet d'acquérir une très grande autonomie et une très très grande rigueur. Parce que quand on part pour une semaine, il faut du matériel pour une semaine tout simplement. Ouais. Donc plusieurs sites s'enchaînaient sur des tournées. Donc on pouvait aller dans le sud-ouest de la France et puis faire une semaine dans le sud-ouest, une semaine dans le nord, une semaine en Allemagne, une semaine en Belgique. Enfin voilà. Donc j'ai fait un petit peu tout ça et le travail devenait quand même assez prenant. C'était très très intéressant, mais des fois peut-être un petit peu incompatible avec une vie privée Oui. fixe. Donc j'ai fait le choix de quitter cette entreprise-là, tout en ayant un regret qui était euh, quitter le monde médical, mais j'y suis revenu très vite par la suite, et c'est ça qui me fait vraiment plaisir au jour d'aujourd'hui. Alors raconte-nous justement comment tu fais le pont entre spécialiste des lasers, expert en laser, et puis derrière, manager d'un centre de chirurgie réfractive. Et ben maintenant, ça fait 10 ans que les ophtalmos fondateurs, donc 5 ophtalmos fondateurs de Strasbourg, qui ont fondé justement Expert Vision Center, m'ont donné la chance de venir travailler pour eux à Expert Vision Center, qui à la base était caché en fait dans une clinique privée à Strasbourg. Donc, c'était pas une clinique de chirurgie réfractive comme on peut en voir un petit peu partout en France, c'est-à-dire qu'il y avait pignon sur rue, une enseigne, une devanture, un accueil spécifique, enfin toutes les choses qu'on Mm. peut attendre d'un bon centre de chirurgie au jour d'aujourd'hui. C'était vraiment un centre de chirurgie perdu dans une infrastructure médicale clinique classique avec un parcours un petit peu moins premium que ce qu'on peut attendre dans une chirurgie de confort. Donc ils m'ont laissé cette chance-là. Donc au début, j'ai fait uniquement du bloc opératoire. J'ai assisté les médecins dans leur chirurgie, ce qui était un peu ma compétence Bien sûr. de base, hein. Petit à petit, ils m'ont laissé de la responsabilité supplémentaire, c'est-à-dire la gestion des blocs, l'accueil des patients, les bilans préopératoires. J'ai été suivi enfin, j'ai pu suivre des orthoptistes de chacun des cabinets de ces fondateurs-là pour justement me former à tout ce qui est appareil de mesure, diagnostic préopératoire. J'ai également décidé de pousser un petit peu la formation et de faire de mon côté une formation spécifique dans l'acuité visuelle, parce D'accord. que ça, c'est vraiment des connaissances qui me manquaient Eh oui. euh, pour après, euh, pour après grandir en fait au sein de mon entreprise. Donc, j'ai fait une formation sur l'acuité visuelle, donc comment réaliser un bon examen d'acuité visuelle, toutes les notions qu'on doit avoir sur l'œil également pour pouvoir donner un bon service aux gens qui intervenaient à Expervision. Par la suite, en 2017, il y a eu un remodelage des cliniques sur Strasbourg, des cliniques privées.
où une très grande structure qui s'appelle RENA a été créée. Donc, c'est une association de 3 cliniques privées sur Strasbourg pour devenir un très grand pôle. Et à ce moment-là, les fondateurs ont décidé de s'extraire de cette méga structure pour créer Expert Vision Center, pignon sur rue, avec une image qu'ils avaient envie de donner à un centre de chirurgie pour offrir à leurs patients une très bonne prise en charge, un parcours patient de qualité avec des attentions particulières. Donc en 2017, on m'a confié la très grande charge, j'ai envie de dire, de créer de A à Z un centre de chirurgie réfractive. Donc ça allait de la conception des locaux, Mhm. qui est la base, comment on prépare un plateau technique, comment on conçoit un plateau technique, comment on dimensionne un bloc opératoire, quelles sont les normes à respecter, quelles sont les spécificités également qu'on veut apporter à nos patients, quel confort on veut leur apporter lorsqu'ils sont pris en charge au sein du centre. Bien sûr, on était accompagné de tout point par un cabinet d'architectes, mais le domaine de la chirurgie réfractive étant quand même très spécifique, qui est vraiment un domaine de niche. Ils n'ont pas l'habitude de créer des centres tous les ans comme on pourrait travailler sur un cabinet d'ophtalmologie ou sur des locaux commerciaux plutôt classiques. Donc ça a pris environ 1 an à créer ce centre de chirurgie, un énorme travail et qui a été pour moi également très 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 formateur. Ouais. Euh, Suite à cette réalisation-là, eh ben, j'ai été promu en quelque sorte en cette place de directeur de centre de chirurgie réfractive, où là, j'ai pris vraiment en charge l'intégralité de la responsabilité que peut avoir un directeur de centre, tout en conservant ma tâche de base, c'est l'accompagnement au bloc. D'accord. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, j'accompagne toujours tous les chirurgiens qui interviennent au centre au bloc opératoire. C'est quelque chose que je ne souhaite pas laisser. C'est mon cœur de formation. C'est quelque chose que j'adore faire et c'est quelque chose que je ne laisserai pas. Je ne D'accord. partirai pas complètement dans le côté administratif, gestion stratégique d'un centre de chirurgie, mais je conserve cet accompagnement qui, pour moi, permet également d'avoir une proximité avec les patients. Je n'ai pas envie d'être dans un bureau, en quelque sorte, en back-office, mais j'ai envie d'être au front, d'accompagner les patients, de faire les explications, d'accompagner les médecins, leur offrir une bonne qualité de prise en charge au centre. Euh, voilà, donc le centre a bien grossi, la création a été une réussite et on accueille maintenant une quinzaine d'ophtalmos Ouais. au sein d'Expert Vision Center. Bien sûr, toujours les fondateurs, donc maintenant ils sont plus que deux, mais qui ont vraiment aidé aussi au développement de ce centre, hein. Ça se fait pas vraiment tout seul, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est très très important de le spécifier. Et nous avons également des médecins experts, mais qui viennent louer notre plateau technique, donc qui apportent leurs patients pour venir faire leur chirurgie au centre et qui bénéficient de l'accompagnement, du matériel qu'on a au centre et de l'expertise qu'on peut leur apporter, aussi bien pour un accompagnement classique que pour des traitements un petit peu plus spécifiques. D'accord, donc Donc, j'imagine que toute ton expertise en tant que technicien laser itinérant a dû te permettre de voir tout ce qui se faisait bien un peu partout en France et en Europe, du coup, et pouvoir leur mettre à disposition toutes ces belles idées. Par contre, j'imagine que tu as du personnel à gérer, peut-être orthoptiste, optométriste ou secrétaire. Le management, comment tu as fait comment tu as progressé dans ce domaine? eh ben, au niveau du management, effectivement, c'était la dernière carte qui me manquait. Et on va dire un petit peu autodidacte. J'ai pu suivre les responsables de centre qui sont dans les différents cabinets des fondateurs. Et puis, après de multiples échanges, donc j'ai aussi adhéré il y a 1 an et demi maintenant à l'ARSEN, qui me permet de faire une formation continue aussi, de participer aux différents congrès parce que voilà, j'ai toujours soif d'apprendre dans ce domaine-là, qui est un domaine où j'ai encore, je pense, beaucoup à apprendre. Donc actuellement au centre, on est quatre personnes. J'ai pas d'orthoptiste au centre puisque je bénéficie aussi de l'aide des cabinets
pour les médecins qui viennent consulter au centre, ils viennent avec leur personnel. Ouais. Alors, ça a également un avantage, c'est que le médecin a l'habitude de travailler Mhm. avec son orthoptiste. Donc, la consultation se fait extrêmement bien et en Ouais. fait, comme si le praticien consultait dans son propre cabinet, ce qui D'accord. améliore les automatismes. Donc, je travaille en relais, on va dire, avec ces personnes-là. Moi, je leur offre les locaux et ils viennent vraiment avec leur équipe, ce qui est plutôt bien. On a donc bien sûr une secrétaire au centre qui gère l'accueil des patients et la prise en charge du parcours patient. On a Elodie, collaboratrice, qui est la chargée de communication du centre. Donc, on a été un des premiers centres à prendre ce pari-là vers l'avenir, qui est d'internaliser la communication. Ok. Alors, pourquoi? Parce que quand vous faites appel à une agence de communication, ben, ils n'ont pas forcément les clés. Mhm. C'est-à-dire, ils ne savent pas communiquer dans le domaine médical, ne savent pas ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc, on a fait le choix d'internaliser quelqu'un qui pourra à la fois apprendre quel est notre regard envers la communication, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le point important pour les patients, apprendre des freins les patients, parce que les freins que peuvent avoir les patients et qu'on doit un peu démystifier, c'est intéressant de l'apprendre et Mhm. elle permet et Elodie, du coup, fait un très bon travail sur la communication envers le patient. D'accord. Les agences de communication n'ont pas forcément ce regard-là sur notre activité. Et je dois dire que c'est quelque chose qui a été vraiment une très très bonne surprise dans le centre, puisque ça a vraiment très bien marché. Et pour preuve, j'en veux que ça devienne un peu une normalité d'internaliser quelqu'un qui gère la communication d'un centre de chirurgie réfractive. Pareil, euh, faire de la communication dans un centre de chirurgie réfractive, c'est pas du tout la même chose que faire la communication dans un cabinet d'ophtalmologie. Ah oui, On est forcément. vraiment, il y a un lien entre les deux mondes, mais par contre, on ne s'adresse pas aux Ouais. mêmes personnes. On fait du soin, certes, mais on fait du soin de confort. Donc D'accord. les gens ont des attentes un petit peu différentes et ont surtout des peurs. Il y a de la peur dans la chirurgie réfractive qu'on doit vraiment encadrer et et un petit peu prendre en charge aussi pour rassurer. D'accord. Au niveau de On est un l'Arsène, peu, pardon, vas-y, je t'ai coupé. on est un petit peu plus on est, je veux dire, un- on est un peu hybride entre le monde purement médical C'est et le ça. monde un petit peu commercial. Donc, c'est vraiment, il faut prendre les deux mondes et en faire une nouvelle vue, en fait, tout simplement. Une nouvelle Alors, vision. on va y venir à ça, ça m'intéresse. Justement, cette différence hein, entre le monde médical purement, hein, avec interdiction de communiquer, etc., etc., et puis la chirurgie réfractive qui est un petit peu à côté. Sinon, au niveau de l'Arsène, vous êtes plusieurs, dans ton cas, être manager de centre de chirurgie réfractive ou tu es le seul? Alors, non, à ma connaissance, on est plusieurs à D'accord, super. adhérer à l'Arsène. J'ai mon collaborateur de Lille, Gaëtan, que je salue au passage, qui regardera la vidéo. Gwendoline, qui est à Aix-les-Bains, sont des personnes avec qui on échange de temps en temps sur les pratiques, parce que, voilà, ce qui est sûr, c'est que dans le monde de la chirurgie réfractive et dans les centres de chirurgie réfractive, il n'y a pas de notion de concurrence, vraiment. Ouais. On est plus partenaire que concurrent parce que la plupart du temps, on n'est pas dans le même secteur Ouais. géographique. Donc, on permet, il est toujours bon de prendre un point de vue différent, de connaître la pratique qui est effectuée dans un centre comme le centre lillois où je vais une fois par an. Et en fait, vice-versa. C'est apprendre de chacun pour Bien sûr. que, in fine, le centre, chaque centre grandisse, quoi, tout simplement. D'accord, alors du coup, tu le disais, vous faites vous-même votre communication. L'objectif de la communication est évidemment d'éduquer, on va dire, un peu la population. Et donc, du coup, vous obtenez ce qu'on appelle un lead. Et donc, du coup, parfois, des patients viennent se renseigner chez vous. Comment est-ce que tu fais pour transmettre ces... Alors là, j'imagine qu'il y a les deux fondateurs. Donc, c'est eux qui bénéficient, qui opèrent ces patients-là, forcément? Exactement. D'accord. Tu as tout à fait raison.
Je voulais simplement également spécifier que la communication permet non seulement d'éduquer, mais permet aussi d'offrir aux patients qui souhaitent faire une chirurgie réfractive une structure spécialisée. Ouais. Parce que maintenant, on est dans un monde 2.0, j'ai envie de dire, où il devient rare que la personne consulte un ophtalmologue pendant 20 ans. On a plus tendance à aller sur Doctolib, prendre un rendez-vous en délai rapide pour un renouvellement d'ordonnance. On connaît également la problématique des déserts médicaux et on a certaines régions où il n'y a pas du tout d'ophtalmo. Donc les gens vont chercher un petit peu des alternatives à travers Internet et on se doit d'être présent pour les éduquer, pour les informer notamment et pour leur offrir une solution quand ils souhaitent entreprendre une démarche pour se débarrasser de leur correction de vision. Donc le patient va prendre rendez-vous dans notre centre par formulaire de contact ou appel téléphonique, et celui-ci va être redirigé vers les deux médecins fondateurs pour la prise en charge un peu médicale, c'est-à-dire le bilan préopératoire, donc le chirurgien expert qui va faire la partie médicale, et après, si le bilan et si les voyants sont au vert, passer à l'intervention euh, chirurgicale. Si les voyants sont rouges, lui proposer des solutions, soit des alternatives, ou alors que le patient reparte avec une prescription pour une nouvelle correction. D'accord. Donc, en gros, Voilà, une disruption, au préalable, tu nous dis que le patient passait forcément par un ophtalmo dans son cabinet classique, et puis on lui parlait de la capacité qu'il avait à régler son problème de vue grâce au laser. Et maintenant, eh bien, il y a un deuxième point d'entrée qui va être le point d'entrée direct du centre de chirurgie réfractive. J'ai bien compris? tout à fait. D'accord. Exactement. Il y a vraiment deux canaux d'acquisition au niveau des patients dans les centres de chirurgie réfractive. Et je dois avouer que le canal de recrutement direct se développe vraiment de plus en plus, puisque les gens vont vraiment faire de plus en plus de recherches dans le domaine. Il y a qu'à, si on prend un autre exemple, si on, pour n'importe quoi, on fait maintenant des recherches par soi-même sur Internet, on a un problème de voiture, on va quand même aller sur les forums, chercher de Ouais. l'information, puisque maintenant l'accès à l'information est très facile. Maintenant, il faut trouver les bonnes informations et les informations justes. Ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en gros, un centre comme le tien, ça traite combien de cas, combien de patients tu as par mois? Alors, je vais plutôt parler d'un volume annuel, puisque D'accord. en chirurgie réfractive, il y a également une saisonnalité. Ah oui? Forcément, les mois Ouais, d'été sont un petit peu, plus un calme. petit peu plus faibles, non seulement à cause des vacances, mais il y a aussi le fait que on indique à nos patients de pas faire de piscine sauna hammam pendant 3 semaines après la chirurgie. Voilà, parce qu'on va vraiment être dans la sécurité la plus Bien totale. sûr. Ce qui fait que les mois d'été sont un petit peu des mois un peu plus light, on va dire. Idem pour la saison hivernale, plein mois de décembre, où on a forcément un petit peu autre chose à penser que entreprendre une chirurgie et tout ce qui va avec. Mais au niveau d'un volume annuel, on se situe entre 1500 et 1700 procédures. Pareil, je parle de Ouais, procédures et pas de patients, puisqu'il n'est pas forcément obligatoire d'opérer les deux yeux chez un d'accord. patient. Eh oui. Donc voilà, mais on résume à 750, 800 patients par an. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a une guerre qui se fait sur les tarifs ou pas du tout? C'est assez, on va dire, encadré. Alors, encadré, non, mais il y a un espèce de consensus. Après, les techniques ont aussi un certain coût. C'est-à-dire, si vous proposez du smile, par exemple, le coût du smile est plus élevé qu'un coût de la Zig, ce Eh oui, qui forcément amène à un coût patient plus élevé aussi. Alors, il y a des avantages à traiter en smile, etc. Mais il y a également la technologie que vous offrez à vos patients. Quand vous avez des lasers de dernière génération, forcément, quand vous continuez perpétuellement d'investir dans votre centre de chirurgie pour proposer à vos patients les meilleurs traitements et les meilleures choses, forcément, il y a un coût de chirurgie qui devient au bout d'un moment un petit peu incompressible. Euh, et après, on n'est pas dans un système où on fait la guerre aux tarifs. d'accord. Euh, Il n'y a pas non plus, je parle vraiment
plus spécifiquement du Grand Est, par exemple, chez nous, il n'y a pas, il y a pas autant de centres de chirurgie réfractive comme on peut avoir des magasins d'optique où on Ouais. offre un petit peu, où on fait du marketing vraiment sur les tarifs, on va aller chercher. Non, on offre aussi une chirurgie premium avec une bonne prise en charge. Donc forcément, la qualité a un certain coût, hein. Vous pouvez acheter une voiture à 20 000 euros comme vous Mm. pouvez acheter une voiture à 50 000 euros et ça sera pas la même chose. In fine, bien sûr, c'est une voiture, mais le confort apporté n'est pas forcément le même. Donc voilà. Et entre praticiens, il n'y a pas de guerre de tarifs non plus. C'est important de le, de le dire. Nous, par exemple, dans le centre Expert Vision Center, on est les seuls à pratiquer le smile en Alsace, et tous les praticiens qui proposent du smile ont les mêmes tarifs patients. Ils vont D'accord. pas se faire une concurrence parce que voilà, ce sont des confrères, et le patient bénéficie au final de la même structure, le même laser, le même endroit, la même expertise, le même accompagnement. Donc voilà, ça maintient un petit peu le tarif équivalent. Et moi, d'un point de vue maintenant directeur de centre, je veux pas que les médecins se fassent une concurrence interne. Ouais. Voilà, on se voit un peu tous comme une équipe. On Bien n'est pas sûr. des concurrents, on est une équipe dans une même structure. Euh, voilà. D'accord. Tu peux nous donner une idée, un panier moyen, en gros, chez vous, ça donne quoi? On est en Bien dessous sûr, de 3 000 euros? bien sûr, on est aux alentours de 3 000 euros. Je vais même donner une fourchette un petit peu plus large. Donc, on est entre 2 500 et 3 700 euros pour les deux yeux. D'accord. Donc, ça comprend toute la partie chirurgicale, les consommables, les honoraires du médecin, puisqu'effectivement, on voit sur certains sites des prix un peu cassés, l'ASIC à 900 euros, par exemple. Ah ben, si vous grattez un petit peu, vous voyez que les honoraires du médecin sont pas inclus. Ce qui D'accord. fait aussi gonfler un petit peu la sonde. On cherche un prix d'appel pour recruter du patient. Non, nous, on joue vraiment la carte de la transparence la plus totale, c'est-à-dire que les tarifs sont indiqués. Bien sûr, on donne une fourchette, Ouais. puisque lorsque le patient nous prend contact, on ne connaît pas la technique Ouais. par laquelle il peut être opéré. Donc, c'est pour ça que c'est une fourchette large. Donc, c'est 2500 à 3700 euros pour les deux yeux. Pareil, ça comprend également les rendez-vous post-opératoires et le suivi post-opératoire de la chirurgie. On va dire, c'est quelque chose de clé en main. Vous n'allez pas avoir de surprise au milieu du bilan. Il faut, bon, bah voilà, il n'y a pas d'option à tiroir, c'est un tarif. Vous connaissez le tarif dès que vous arrivez. Il n'y a pas de surprise et c'est vraiment transparent pour le patient. D'accord. En termes de communication, j'y reviens. Tu as le droit de prendre des 4 par 3 par exemple, en centre-ville, et de mettre une information là-dessus. Tu le fais? Tout à fait, on l'a déjà fait. On va certainement encore le faire pour faire de l'information, en fait, Ah, tout simplement. Donc, c'est autorisé. La chose qu'on ne se permet pas, par contre, c'est d'identifier un médecin. On ne d'accord. souhaite pas marquer le nom d'un médecin sur nos communications. On communique toujours sous la marque du centre. D'accord. D'accord? Donc, toutes nos communications sont orientées Expert Vision Center. Ouais, c'est ce On qui n'aura permet en jamais. fait de chanter le problème pour un médecin qu'il a de ne pas avoir le droit de communiquer. Tout à fait, tout à fait. Parce que à travers la communication que fait un centre, donc Expert Vision Center, nous ne pouvons pas identifier un médecin. Ouais, Donc on fait pas de la communication indirecte pour un médecin. ouais, On fait de la communication pour un centre de chirurgie. d'accord. Certes, après ce patient est redistribué, mais en plus il est redistribué entre plusieurs médecins. Ouais, Donc du coup, c'est pas du tout une publicité déguisée pour un médecin qui est derrière le centre de chirurgie réfractive, etc. Donc voilà, on a c'est effectivement encore une petite zone grise, hein, il faut le dire, hein, parce que à la fois on fait de la publicité pour le domaine médical, mais tout en ne faisant pas de publicité pour les médecins. d'accord. C'est un Ah petit peu ouais, différent. c'est un peu On touchy. s'assimile c'est un petit peu touchy, c'est encore une zone grise, mais à ce jour, il y a un espèce de consensus entre tous les centres de chirurgie. On fait toute la communication, on fait tous la communication au nom du centre. Certains mettent en avant les praticiens, mais c'est aussi c'est dans un but informatif, de Bien dire sûr. voilà, ce médecin opère dans ce centre-là, mais c'est pas ce médecin opère aller chez lui, etc. C'est vraiment on se met un petit peu les barrières nous-mêmes en fait encore dans ce domaine-là. Mais ça viendra. Je pense que dans le futur, on aura peut-être un cadre qui sera un petit peu plus réglementé où on réglementera tout ça et puis on suivra le cadre qui nous est indiqué.
Mais au jour d'aujourd'hui, on reste encore assez libre, ce qui permet également aussi de faire beaucoup d'informations pour le patient. Oui, c'est ça. On peut faire du 4 par 3, on peut faire de la publicité à travers des AdWords sur Internet, on peut faire des actions de com, on peut faire... alors il existe plein de choses, hein, des soirées wet lab pour les jeunes internes, ça c'est pas de la communication envers le patient, on peut faire différentes choses au niveau du centre de chirurgie réfractive, on peut faire de la communication envers les patients dans le but de recruter des Mhm. patients, ça c'est une chose, mais on peut faire également de la communication envers les médecins, envers les jeunes D'accord. médecins qui vont derrière souhaiter se former à la chirurgie réfractive. D'accord. On le voit au niveau de souvent des implants capillaires, etc. Il peut y avoir une concurrence internationale, par exemple en Turquie ou en Tunisie, des choses comme ça. Ça existe aussi en chirurgie réfractive? Oui, ça existe en chirurgie réfractive. Vous avez des offres clés en main. Faites-vous opérer dans X ou Y pays pour une somme donnée. Et ça comprend le vol, ça comprend 3 jours de vacances, la chirurgie, etc. C'est une formule qui existe, c'est une formule où les gens, certains types de patients vont y adhérer. Voilà, nous, on n'est pas contre, ça a lieu d'exister. Par contre, personnellement, je ferai pas ça parce que nous, les gens qu'on prend en charge, on les suit encore Ouais, pendant c'est ça, plusieurs années. bien sûr. Voilà, c'est-à-dire si vous faites une opération en Turquie, admettons, vous n'allez pas faire un voyage à 6 mois pour retourner faire un bilan, puis un, un nouveau voyage 2 ans après, Ouais, ça. voilà, Pour la retouche, euh, ouais, pour la retouche, si la presbytie fait son apparition et voulait euh, pallier à ça. Donc, tandis que faire une chirurgie en France, vous avez toujours ce service de proximité, ce service de disponibilité qui est aussi important. Le patient paye une certaine somme, on veut pas prendre en charge un patient, dire voilà, l'opération est faite, merci, ouais, ça. merci, au revoir. Non, non, on reste disponible, on offre d'autres services. Expert Vision Center qui est une prise en charge pour la sécheresse oculaire aussi. On fait des bilans de sécheresse oculaire au centre. On fait également des traitements pour la sécheresse oculaire. À ça, je pense notamment le LipiFlow ou Ouais, le traitement d'IPL. Donc voilà, on est, euh, on est un centre où on offre une palette ouais. de prise en charge pour tous les patients et on laisse pas nos patients dans la nature après. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit peu de prospective parce que, évidemment, c'est une chirurgie qui, pour connaître pas mal de personnes qui l'ont faite, eh ben, ça change la vie, hein, tout simplement, hein, ne plus avoir de lunettes alors qu'on en a depuis l'âge de 10 ou 15 ans, c'est énorme. Mais je trouve que ça se développe pas énormément. Alors, on me dit que oui, il y a une sorte de frémissement et ça commence à monter un petit peu, mais j'ai l'impression que, au regard du bénéfice, alors c'est peut-être aussi, tu vas nous le dire, mais peut-être aussi du fait que les mutuelles remboursent tellement bien les lunettes que du coup, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt comme il peut y avoir à l'étranger où on n'a pas ce phénomène-là, parce que on le voit en Espagne, par exemple, a priori, c'est beaucoup plus développé qu'en France. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Et toi, avec ton expérience de plus de 10 ans, comment est-ce que tu vois ce marché? Alors, effectivement, bon, pour la petite anecdote, c'est que pour le remboursement des lunettes mutuelles, c'est en train de changer très fortement, hein. Il Ouais, y a c'est encore ça. une dernière Oui. nouvelle qui est très récente, qui date de quelques jours, pour un peu serrer un petit peu Ouais, plus il y a un les taux passage à pour les... 3 ans, en fait, un remboursement Exactement, il y a de un lunettes tous les 3 ans remboursement à seulement. 3 ans. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie mutuelle. Après, si je ne me trompe pas, le marché français est quand même le deuxième marché européen en termes de chirurgie réfractive. Effectivement, tu as très justement dit que l'Espagne, à ma connaissance, est le premier pays où il y a le plus de chirurgie réfractive. Maintenant, en France, on a la chirurgie réfractive qui se développe. Je ne trouve plus qu'on est au stade du frémissement, on est au stade vraiment de la croissance. Il y a qu'à voir le nombre de médecins qui proposent maintenant cette chirurgie, le nombre de centres qui se développent un petit peu, parce que moi j'ai écho qu'il y a de plus en plus de centres et je trouve que c'est une très bonne chose. Euh, Maintenant, on a toujours la partie euh, prise en charge pour le patient qui reste un frein. Il faut que le patient débourse une somme X à un instant T. Donc, des fois, on attend quelques mois avant de se faire opérer, on prévoit un petit peu la chose, mais oui, il reste plus simple de renouveler ses lunettes. Il y a une prise en charge, le reste à charge à un instant T est moindre. Maintenant, même si on fait le calcul sur plusieurs années, si on prend un patient de 25 ans qui se fait opérer de la chirurgie réfractive, il sera forcément gagnant
à long terme, puisqu'on va le débarrasser, non, hormis, si je mets à part le confort qu'on va lui apporter, le Ouais. confort de vie, hein, plus de lentilles, il peut aller à la piscine, il se lève le matin, il ouvre les yeux, il voit clair. Ouais. Donc il y a le confort qui est, euh, qui est formidable, mais il y a aussi l'aspect euh, euh, financier et rentabilité. Le patient retrouve son compte après plusieurs années. Mais les mutuelles sont aussi, je reviens sur les mutuelles, sont un petit peu en train de changer. Ouais. On voit que les forfaits de prise en charge d'opérations sont un peu en train d'augmenter. C'est-à-dire qu'ils rognent un petit peu sur les dépenses de lunettes. Par contre, les forfaits de remboursement pour la chirurgie réfractive sont un peu sont en train d'augmenter au fil des années. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, on était sur des à peine 200, 300 euros par œil, et à condition qu'on avait vraiment une très très bonne mutuelle. Maintenant, les mutuelles euh, pour du bâtiment notamment, je suis agréablement surpris quand j'entends le remboursement des patients qui va jusqu'à 1000, 1200 euros par œil, Ouais. qui, qui fait que le reste à charge baisse nettement et fait réfléchir le patient à dire, bah voilà, c'est quand même, là, il y a un reste à charge qui est moindre, il y a un confort qui est gigantesque, je me lance. Euh, Au niveau volume de chirurgie, faut savoir qu'il y a l'aspect médical aussi qui est déterminé par le chirurgien. Euh, il y a environ un tiers des personnes qui ne sont pas opérables. Il faut pas l'oublier. Tout le Ouais. monde ne peut pas prétendre à la chirurgie réfractive. Il y a différentes raisons. La cornée est trop fine par rapport aux défauts visuels, donc il y a d'autres alternatives comme les ICL qui peuvent être une bonne solution. Mais il y a tout l'aspect médical qui peut, qui peut aboutir à une non-éligibilité de la Ouais, bien sûr. chirurgie. Grosso modo, on va dire qu'un tiers des personnes D'accord. ne sont pas opérables pour différentes raisons. Cornée asymétrique, cornée trop fine, défauts visuels hors de la faisabilité du laser, puisque pour parler rapidement du range de traitement, actuellement on traite des myopies jusqu'à -10, des hypermétropies jusqu'à +6, +7, bien sûr un astigmatisme de 5 dioptries associé. Donc, si vous venez avec une myopie de -12, -13, malheureusement, on D'accord. sait déjà que vous n'êtes pas opérable en chirurgie réfractive. Il faudra aller se pencher sur d'autres solutions. Et après, on a la prise en charge de la presbytie, hein, qui est pour moi le futur de la chirurgie réfractive, hein, clairement, puisque porteur de lunettes ou non, arrivé à 45 ans, on a l'après-BT qui fait son apparition, et lorsqu'un patient n'a jamais porté de correction optique pendant 25, 30 ans, 45 ans, euh, arriver à 45 ans et prendre une habitude des lunettes, c'est Ouais. difficile. Et les patients nous le disent, et on a de plus en plus de demandes pour des opérations de presbytie. D'accord. Donc les Et ça, opérations. parce que je suis concerné, évidemment, comme tout le monde à mon âge, il faut attendre qu'il y ait une stabilisation, comme pour une Alors, myopie ou pas du tout? Alors, il faut attendre qu'elle se déclare, je dirais. Ça, C'est c'est ça. sûr. D'accord. Faut qu'elle soit. On fait pas de la chirurgie de presbytie en prévention. Ouais. Ça n'a pas de sens. Il faut attendre qu'elle se déclare. Maintenant, dans les premières années où la presbytie s'installe, le patient fait lui-même un petit peu Oui. l'opération de la Ouais. presbytie, C'est c'est-à-dire il ça. va jouer avec les distances Ouais. naturellement. Mm, Il va jouer avec les distances jusqu'à ce que bah, les bras sont un petit peu trop courts. Donc là, il va prendre des lunettes de près, et c'est à ce moment-là qu'il va venir nous voir. Donc un d'accord. jeune presbyte ne va pas forcément venir tout de suite euh, pour, euh, pour faire l'intervention, sauf si celui-ci a déjà une correction optique. Et dans ce cas-là, il passe tout de suite Bien sur des sûr. verres progressifs parce qu'il porte déjà Ouais. des lunettes au quotidien. Donc voilà. Maintenant, le gros enjeu de la presbytie, si on parle un petit peu plus technique et presbytie, c'est que c'est une chirurgie un peu plus complexe pour les médecins parce qu'il y a un gros travail d'information et de compréhension de ce que va faire le laser. Donc ça, c'est Mhm. très très important que le patient comprenne que c'est une chirurgie de compromis. Ça, c'est vraiment le mot. C'est une chirurgie de compromis puisqu'on ne va pas offrir au patient la vision de ses 20 ans. Eh oui. Voilà. Puisque la presbytie est en plus une pathologie évolutive. Contrairement à un jeune patient myope qui vient nous voir à 25 ans, Ouais. on sait qu'il a une myopie de -4, on va lui corriger la myopie de -4, c'est terminé, on n'en parle plus, le confort est là et il est parti pour 20 ans sans défaut optique. La presbytie est une pathologie évolutive. Mm. Donc, c'est-à-dire que non seulement on doit prendre en charge la presbytie mesurée au jour d'aujourd'hui, Ah oui. mais on doit également anticiper son développement D'accord. pour offrir aux patients plusieurs années sans qu'il soit nécessaire de reporter des lunettes de près. Et tout D'accord. ça, c'est
un- c'est un petit enjeu technique quand même, c'est un petit Oui, challenge technique pour les médecins, parce que non seulement faire comprendre aux patients qu'on doit prendre en charge le développement ouais, de la presbytie, et ce que ça va amener, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un compromis sur la vision de loin. C'est-à-dire, on ouais, ne sera pas parfait de loin, de près, en vision intermédiaire, c'est génial, ouais, voilà, c'est la chirurgie miraculeuse. Non, il y a un compromis à faire qui doit être bien compris. C'est un contrat, en fait, établi entre le ouais, médecin et le patient en disant, voilà, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir vous proposer ça, mais on va le tester en lentille. La plupart du temps, c'est fait d'accord. comme ça, c'est-à-dire qu'on peut, c'est formidable, c'est qu'on peut simuler à peu près ce que va faire le laser pour la chirurgie de la presbytie et le montrer au patient avant qu'il se fasse opérer. Imaginez. C'est-à-dire, grosso modo, pour en parler rapidement, le protocole chez nous est tout simple. C'est-à-dire, on va faire venir le patient le matin, parce que la plupart des gens des presbytes ne savent pas manipuler des lentilles, donc ça aussi Ouais, c'est un petit peu difficile. Il va être vu au sein du cabinet, l'orthoptiste va lui poser des lentilles et on va pouvoir lui simuler le traitement de presbytie. On va lui dire voilà monsieur, vous allez faire votre journée classique. On va vous ouais, demander de rouler, d'aller au travail, d'aller déjeuner, enfin faire un petit peu votre vie classique et on se revoit dernière consultation de la journée pour faire un petit bilan pour dire voilà comment vous avez trouvé votre vision de loin, comment vous avez trouvé votre vision de près, est-ce que ça vous convient, est-ce qu'on peut affiner un petit peu les ouais, curseurs en disant bah voilà la vision de près c'était pas forcément assez. Euh, le discours en fait est très très important et puis le recueil patient aussi parce qu'un un patient de 45 ans qui est comptable n'aura pas les mêmes attentes qu'un chauffeur routier de 45 ans par exemple. bien sûr. Donc tout ça ce sont vraiment des choses à manager et une très forte discussion. Et puis on peut represcrire un nouvel essai, refaire un essai lentille sur une journée, sur une nouvelle journée, en ajustant un petit peu les curseurs pour donner satisfaction au patient sur sa vision, si bien sûr tous les autres euh, curseurs et données médicales sont vertes. D'accord, super. Eh bien, écoute, on en vient au terme de cette interview, podcast. Est-ce que toi, tu veux en profiter? Tu recherches du personnel, tu recherches de nouveaux médecins? Ou bah, finalement, tout se passe bien et on continue comme ça? D'un point de vue recherche personnelle, non, on est au D'accord, complet. Donc voilà, on a une structure bien figée et qui roule normalement. Donc super. on veut que de l'avenir qui soit vert et que tout se passe bien. Par contre, effectivement, on est tout à fait en capacité d'accompagner de nouveaux chirurgiens au centre Expert Vision Center à Strasbourg. Et puis d'amener notre expertise, notre côté formateur, parce que oui, au-delà, quand un chirurgien souhaite développer la chirurgie réfractive, eh bien, il n'y a pas des plateaux techniques partout, et puis il y a bien sûr le DU de chirurgie réfractive qui existe pour les médecins, mais qui derrière ne donne pas suffisamment de cartes, je Ouais, pense. ouais. Il Vraiment manque le pratique, côté quoi. pratique. C'est Voilà, ça. il manque le côté pratique, il manque le côté éducation en quelque sorte du discours patient, parce que on en parlait un petit peu avant, on est une structure hybride, mais c'est aussi une chirurgie un peu hybride. C'est-à-dire le médecin, il y a le côté médical très maîtrisé, puis c'est son métier, mais il y a le côté aussi un petit peu commercial, puisque c'est une chirurgie Ouais. qu'on doit en quelque sorte un peu vendre Mm, au patient. On doit l'amener, on doit lui montrer que éventuellement il peut prétendre à ça, que c'est un bon candidat. Et il y a aussi l'aspect un peu commercial, du coup, c'est mettre en avant cette chirurgie. C'est des choses qui manquent aux médecins qui sortent de leur cursus. On apprend un médecin à être médecin. On n'apprend pas un ouais. médecin à être vendeur, si je peux Ah, m'exprimer comme ouais. ça, même si c'est pas le bon terme, c'est pas le mot vente, mais le côté un peu commercial ou apporter la chose aux patients. Et nous, dans notre structure, on accompagne les jeunes médecins qui souhaitent se former là-dessus aussi. Je propose moi-même des wet labs, comme dit, j'accompagne le bloc opératoire. Donc, je propose des wet labs, ce qui sont des formations sur nos lasers, euh, sur des yeux artificiels où on va pouvoir faire des traitements dessus, Ouais. manipuler dans notre bloc opératoire les différentes techniques de chirurgie réfractive qui existent. Donc ça, c'est une chose qui est appréciée
dans le centre avant de mettre, on va dire, le pied à l'étrier et de proposer ça dans sa consultation au quotidien. On va venir se former. Les chirurgiens fondateurs du centre ouvrent également leur expertise et leur consultation, hein. On ne fait pas ça dans notre coin. D'accord. On permet aux chirurgiens d'assister à une après-midi de consultation au centre pour voilà, voir un petit peu le discours patient, voir également quelles sont les spécificités à faire pendant le bilan préopératoire, parce que pour rappel, le bilan préopératoire de la chirurgie réfractive est un bilan très très complet, hein. Ouais. On va faire des topographies de cornée, on va faire un examen du fond d'œil, on va faire la lampe à fente, on va vérifier l'interface, on va mesurer un petit peu tout ça, vérifier les acuités visuelles, monoculaires, binoculaires, enfin écarter toutes les contre-indications qui peuvent nuire à une bonne chirurgie réfractive. Donc tout ça, on montre au médecin qui le souhaite sur une après-midi, puisque ça m'y fait penser, parce qu'hier encore, un médecin nous a rejoint dans la consultation et nous a remercié de dire, voilà, euh, c'était vraiment hyper formateur. Durant cette demi-journée, j'ai appris plus que, euh, Eh que oui. sur ma dernière année sur la chirurgie réfractive. Et ça, Donc, parce qu'en plus, là, j'y pense maintenant, mais c'est vrai que les médecins, désormais ophtalmo, il y en a de tellement, il y en a plus, hein, tous les ans, on a plus d'ophtalmo qui s'installent, donc du coup, le nombre va grossir, hein, concrètement, et donc du coup, on le voit, hein, les délais, les délais de rendez-vous sont abaissés énormément. Dans les grandes villes, il n'y a plus de délais, hein, en réalité, et donc du coup, c'est vrai que c'est une théorie, ça, qui dit que vu que auparavant ils avaient beaucoup de patients, ils se penchaient pas vraiment vers la chirurgie réfractive, ils n'avaient pas forcément le temps de le faire. Maintenant que ça devient plus complexe, eh bien, ils vont pouvoir prendre du temps pour faire ce type de chirurgie. Qu'est-ce que tu en penses? tout à, tout à fait, parce qu'en plus, le bilan de chirurgie réfractive, chez nous, il met quand même 2 heures. Ouais, C'est, ça. donc, le patient est vu à plusieurs reprises par le médecin. Donc, si je parle très très rapidement d'un bilan, donc le patient vient, voit l'orthoptiste pour les premiers examens, toutes les mesures sont faites. Premier entretien avec le médecin, où le médecin va dire, voilà, avec les premières informations Mhm. qu'on a là, première partie, vous seriez éligible à telle ou telle technique. Et là, il va se prendre le temps de répondre à toutes les questions du patient, expliquer les techniques de chirurgie réfractive dans leur détail, mais également faire une discussion avec le patient. Donc voilà, quelles sont ses attentes, quels sont ses freins. Il a éventuellement des peurs. Il faut le rassurer. C'est pas de, le patient se dirige vers l'inconnu en fait, en Bien quelque sûr. sorte, hein. Donc il a besoin d'un professionnel qui va lui apporter toute réponse à ses questions, tout simplement. Ensuite, on embraye sur l'examen du fond d'œil et le patient est revu à la fin. Ce que je trouve, ce qui est très bonne démarche, parce que lorsque le patient est assis dans le box avec le médecin, toutes les questions ne lui viennent pas Eh oui, bien forcément. sûr. Le nombre d'amis à moi qui me disaient, ah bah tiens, en partant de la consulte, j'ai oublié de poser X ou Y questions au médecin. Donc là, pendant que le patient a la dilatation pour l'examen du fond d'œil, il repense un peu à un premier entretien et les questions lui arrivent. Et souvent, le D'accord. deuxième entretien prend plus de temps et là, les questions arrivent naturellement. D'accord. Donc c'est une bonne chose. Donc le bilan met à peu près 2 heures à être fait dans le centre. Et quand on prend les retours patients, parce que si on parle aussi on revient sur le côté chirurgie réfractive, centre et management, moi, mon credo, en fait, c'est de mettre le patient au cœur de la démarche. Je veux que le patient soit bien pris en charge et derrière, en fait, j'ai plein de petites actions que j'ai menées. C'est-à-dire, on va rappeler les patients à un mois environ pour savoir opérable ou pas opérable, hein. Si tout s'est bien passé dans une démarche de qualité, hein, pour Ouais. savoir si on a des choses à améliorer parce que des fois, on pense quand on a la tête dans le guidon que tout est bon, que tout est bien structuré, mais quand on prend la vie de à gauche à droite, on se dit bah tiens, il y a ça qu'on pourrait améliorer. Donc on est aussi dans une dynamique de perpétuelle amélioration de notre prise en charge, de notre qualité, et souvent les patients sont les meilleures personnes pour nous juger en quelque sorte et nous apporter un petit peu les choses auxquelles on n'aurait pas pensé. D'accord. Donc ça, c'est également très, très important dans un centre de chirurgie réfractive. Et puis, le centre de chirurgie réfractive, il a une particularité par rapport à un cabinet d'ophtalmologie, c'est que je dirais que 90% des centres de chirurgie réfractive sont multi-cabinets. C'est-à-dire, Ouais. si je prends l'exemple d'Expert Vision Center,
on travaille avec 15 praticiens. Donc, potentiellement, alors c'est pas le cas, c'est pas 15 cabinets différents, mais il y a bien 10, 11 cabinets différents Oui, avec qui on travaille. Donc ça aussi, ou un cabinet d'ophtalmologie et un responsable de centre d'ophtalmologie, il travaille avec les médecins du centre. C'est un peu une structure un peu fermée. bien sûr. Tandis que nous, on est une structure complètement ouverte. D'accord. Ça permet aussi de faire bénéficier à des médecins, à des internes, de visiter notre structure, tout ça. Donc je pense que les centres de chirurgie réfractive ont un très gros travail à faire dans l'accompagnement médecin, l'ouverture Mm. d'informations. On n'est pas là, on ne fait pas notre activité dans notre Ouais, c'est ça. coin. On est vraiment aussi une plateforme de visite, en fait, en quelque sorte, où on est ouvert à toute demande. Je pense encore, on a accueilli un interne de Besançon là, qui nous a suivis sur 3 jours, qui a été ravi. On a fait une petite vidéo avec lui d'ailleurs sur nos réseaux où il a été ravi de pouvoir voir un peu concrètement et ça lui a donné envie de développer la chirurgie Très bien. réfractive par la suite. D'accord. Donc voilà. Donc Bon. le métier le métier que j'exerce, euh, il est vraiment très très polyvalent et c'est ce que j'adore. C'est le top. Si je devais dire ma répartition actuelle, c'est 60% d'accompagnement médecin, bloc opératoire, etc. Et 40% d'un petit peu plus autre, communication administrative, gestion stratégique et tout ce que doit faire un responsable de cabinet, en fait, D'accord. aussi. Bon, bah, écoute, tu as l'air parfaitement épanoui, en tout cas, dans ton métier. Merci de nous avoir présenté, de nous avoir donné toutes ces informations sur la chirurgie réfractive. J'avoue que j'ai appris plein de choses. Et puis surtout, tu es maintenant mon expert en chirurgie réfractive. Donc, si jamais le métier évolue, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et bien, du coup, je n'hésiterai pas à refaire appel à toi pour que tu nous passes tes lumières. Bah, merci beaucoup, Sébastien, et Merci, puis un Philippe. très grand plaisir. Et n'hésite pas à me contacter ou n'hésitez pas de manière générale à me contacter. On a toujours la porte ouverte au centre et c'est toujours agréable d'échanger. Je pense que des échanges, on grandit tous avec les échanges. Bien sûr. Voilà. Merci pour cette conclusion. À bientôt, Philippe. Très bonne journée. À bientôt, Sébastien. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Ce type de centre étant en plein développement, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à entrer dans le détail de son fonctionnement. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.